Mesdames, Messieurs, bonsoir. Stress hydrique et agence de voyage au menu de questions d'actu ce soir. Les yeux de millions de Marocains sont rivés vers le ciel, scrutant la pluie. Celle-ci tarde à se manifester aux grandes dames des agriculteurs, mais aussi de tous citoyens vivant dans les zones géographiques à haut risque hydrique et qui vivent déjà les prémices d'une grave crise de l'eau. La tutelle est consciente de la situation. D'ailleurs, lors du conseil de gouvernement du 6 janvier dernier, Nizar Baraka, ministre de l'équipement et de l'eau, avait reporté la diminution de moitié des apports en eau pour la saison 2020-2021. Logique quand le taux de remplissage des barrages ne dépasse pas les 35% au niveau national, sans oublier le phénomène d'assèchement de nappes phréatiques névralgiques. Pour faire le point sur la situation, je reçois ce soir un expert en matière de gestion hydrique, Abdelaziz Zarouali, il est le directeur de l'agence du bassin hydraulique du Tensift. Et en parlant de ce bassin hydraulique Marrakech, de nouvelles mesures d'interdiction seront imposées pour justement rationaliser l'usage de l'eau. De quelles mesures s'agit-il? Nous en discuterons bien sûr avec notre premier invité. En seconde partie, la parole sera donnée aux agences de voyage marocaines frappées de plein fouet par les mesures de restriction imposées par la pandémie, notamment la fermeture des frontières. Le plan d'urgence annoncé par la ministre du Tourisme, 2 milliards de dirhams en faveur des professionnels du secteur, une initiative, il faut le dire, louable. Encore faut-il publier le plus rapidement possible les décrets d'application et bien sûr les conditions d'éligibilité. Mais voilà, comme vous l'aurez certainement remarqué, il y a des composants du secteur qui ne figurent pas dans ce plan d'urgence, en l'occurrence les agents de voyage. Je reçois le représentant de leur association nationale, Mohamed Benkirane. Ce sera en seconde partie de votre émission. Mais avant, l'urgence de la sécurité ou du stress hydrique avec Abdelaziz Zarouali, directeur de l'agence du bassin hydraulique du Tensift, que j'ai le plaisir d'accueillir depuis Marrakech par Skype. Bonsoir Abdelaziz Zarouali, merci de répondre à nos questions. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous allons tout d'abord commencer par cette information qui vient donc de tomber aujourd'hui. Est-ce que la situation aujourd'hui impose ces mesures restrictives de l'usage de l'eau? Et d'ailleurs, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces mesures d'interdiction qui sont prévues pour Marrakech? Ok, donc pour l'eau potable de la ville de Marrakech, il est assuré à partir des eaux souterraines et en légère partie à partir des eaux souterraines. Et en grande partie à partir des eaux de surface, en fait, des 3 barrages qui sont d'ailleurs, 2 barrages ils sont situés au niveau du bassin Tensift, 2 autres au niveau du bassin d'Omar Bey. Le taux de remplissage, il n'est pas satisfaisant du tout. Et nous avons fait pas mal de simulations pour pouvoir assurer l'année, donc pour pouvoir assurer l'eau potable de la ville de Marrakech pendant l'année. Donc quand on a fait des simulations, ces simulations c'est quoi? On connaît les besoins, donc on a besoin mensuellement pratiquement entre 6 à 7 millions de mètres cubes par mois. Et on fait des projections sur, si vous voulez, sur les apports. Donc on dit que c'est le mois de septembre, il va y avoir un apport de temps et les apports, ils sont comment on les détermine par des outils statistiques et en utilisant toute la série d'observations depuis 1940 jusqu'à 2020-2021. Et nous prenons, donc on est un petit peu, bien sûr, on fait attention et on prend le minimum observé. Donc ce minimum pour septembre, octobre, novembre, décembre était bon, on était pratiquement la même chose. Le mois de janvier, il devient de plus en plus inquiétant parce qu'on compte sur 14 millions de mètres cubes d'apport de surface alors que nous avons reçu que 6. Donc les prévisions que nous avons, donc, si vous voulez, réalisées, donc il y a un problème. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un comité de vigilance d'ailleurs qui est présidé par M. le Wali. Et ce comité, donc, parmi les mesures qui ont été prises, c'est donc, il y a un arrêté gubernatorial signé par M. le Wali hier. Et il y a des mesures, ce n'est pas des mesures en fait de coupure ou non, pas ça, mais c'est des mesures, si vous voulez, pour sensibiliser. Donc il va y avoir des messages de rationalisation de l'eau pour dire l'eau elle est rare,
Il faut pas, il faut économiser. Ces messages, ils seront destinés à qui? Parce que je me permets de vous interrompre, si vous permettez, Monsieur Zarouali. Justement, ils seront, parce que la région de Marrakech en particulier, ou la ville de Marrakech, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la gestion de l'eau dans cette ville touristique, avec bien sûr, on connaît les besoins du secteur du tourisme en termes d'eau, bien sûr, et j'en passe, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Est-ce que finalement, c'est le citoyen lambda ou plutôt, j'ai envie de dire, les professionnels du secteur qui sont déjà mis à mal par la crise? Mais voilà, il y a eu plusieurs critiques par rapport à cela. En fait, tous les usagers. Donc, on va cibler tous les usagers. L'usager lambda, comme vous avez dit, donc c'est des messages à travers les factures d'eau de la Radema ou de l'ONE. Oui. Et on vise aussi les grands consommateurs que nous avons d'ailleurs identifiés. Donc, il y a pas mal de grands consommateurs, il y a environ 46. Et donc, on va travailler, si vous voulez, sur l'efficacité hydrique pour qu'il n'y ait pas de perte au niveau de ces établissements. Et on a déjà démarré des réunions avec les concernés. Il y a aussi, bien sûr, le secteur touristique. Il y a l'interdiction de lavage de voitures, il y a l'interdiction, en fait, si vous voulez, de lavage des trottoirs de la ville, etc., que lorsqu'il y a des conditions sanitaires l'imposent. On rationalise les eaux souterraines. Donc, il y a un certain ensemble de mesures qui seront prises, si vous voulez, c'est pas de l'interdiction, il n'y a pas ce mot d'interdiction, mais essentiellement pour sensibiliser et pour utiliser l'eau à bon escient. Et il n'y aura pas de coupure? Non, il n'y a pas de coupure. Très bien. Alors, voilà, vous avez parlé des eaux souterraines, justement. On va rester dans ce bassin hydraulique de Tensift, et en particulier dans cette région qu'on connaît et qui vit aujourd'hui comme d'autres régions, Ouarzazate, l'Oriental, mais aussi Souss Massa. Quelle est aujourd'hui la situation des eaux souterraines, César Wali? La situation des eaux souterraines n'est pas rose du tout. Cette situation a démarré, je peux vous dire, depuis les années 80. Et à l'échelle nationale, nous avons des piézomètres, ça veut dire c'est des forages où il n'y a pas d'exploitation, et on suit le niveau d'eau le niveau d'eau au niveau de ces piézomètres, donc de ces forages, au niveau de toutes les nappes du royaume. Et nous avons constaté justement à partir de 1980 qu'il y a une tendance à la baisse. Il se peut qu'il y ait des remontées interannuelles, mais la tendance globale, elle est vers la baisse, et ceci est justifié par le fait qu'il y a une surexploitation de ces nappes pour pouvoir justement combler le déficit des eaux de surface. C'est surtout ça. Très bien. La situation n'est pas bonne. Donc, pour le cas de la ville de Marrakech, enfin la région de Tensift, nous avons la grande nappe de Haouz. Donc, elle assure l'eau potable des petites localités. Cette nappe, elle assurait la totalité de l'eau potable de la ville de Marrakech dans les années 80-90. Mais vu que les niveaux d'eau baissent, ces quantités d'eau ne sont plus suffisantes et il fallait recourir aux eaux de surface. Pour le cas de l'Oriental, par exemple, il était assuré, pour la ville d'Oujda, par exemple, il était assuré totalement par les eaux souterraines, par une source avant les années 75. Il y avait juste une source qui donnait l'eau potable à toute la ville. Et l'autre source, c'est une eau souterraine. Absolument. Mais à partir des années 80, il y a la baisse, donc il fallait faire des forages. Et quand on fait des forages, il faut prélever, il faut pomper, donc il y a des baisses. Et maintenant, depuis début des années 2000, ce n'était pas suffisant. Il fallait combler par les eaux de surface. Et pratiquement, c'est le schéma de toutes les villes marocaines, excepté la zone de l'Gharb. La zone de l'Gharb où les eaux souterraines sont encore... il y a une nappe potentielle où les prélèvements, parce qu'il y a une pluviométrie importante et donc les prélèvements ne sont pas aussi importants que les autres zones du royaume. Très bien. Alors, parlons justement des autres zones du royaume. Le constat est plutôt alarmant. Le constat a été donné, n'est-ce pas, par le ministre de la tutelle. Les chiffres donnent froid dans le dos. 34% à peine de taux de remplissage des barrages contre 40% au cours de la même période de l'année dernière. Bien sûr, l'année dernière, on avait connu quand même de la pluie. Ça, c'était au 10 janvier. Bon, il n'y a pas eu de pluie depuis le 10 janvier. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation pourrait pousser les autorités à prendre d'autres mesures? Et en tout cas, comment
les autorités comptent régler ce problème et qui touche notamment des régions reculées. Je parle ici des régions rurales. Vous avez parlé de l'amenuisement des nappes phréatiques. Les gens ont tendance même à voyager plus loin pour forer des puits parce qu'il n'y a plus d'eau dans la région dans laquelle ils sont. À Agadir également, on l'entend, on l'a lu, eh bien, il y a une grosse pression hydrique sur le grand Agadir. Situation vraiment alarmante, César Wali. Alarmante, je ne vais pas la qualifier d'alarmante, mais je pense que ces mesures, les conventions signées et toutes les actions qui sont prises, je dirais, ça rentre dans la gestion anticipative. Parce que la période pluvieuse, elle démarre de décembre et jusqu'au mois d'avril, donc on n'est pas encore au mois d'avril. Mais ce sont des actions qui s'imposent pour pouvoir assurer une satisfaction d'eau potable, une satisfaction de l'eau agricole. Bon, ça c'est vraiment difficile. Par exemple, pour le cas de Marrakech, on n'a fourni que 3% de la demande. Donc, mais ce sont des mesures anticipatives. D'ailleurs, hier, on a reçu un BMS de la météo. Il va y avoir de la pluie, 20 à 40 mm au niveau de l'Haouz. Et nous espérons qu'on aura de l'eau, des apports d'eau. Sinon, l'année dernière, et vous avez raison, donc il y avait de la pluie, mais malgré cette pluie, et je vais vous expliquer, c'est vrai que nous avons une pluie entre 110 mm à 515 mm au niveau de l'Ocos et 110 au niveau des bassins Zizguergris, et ces pluies étaient déficitaires par rapport à la moyenne. Et ce déficit, donc, il était de 10% au niveau de l'Ocos et le maximum 32% au niveau de Moulouia. Mais il faut noter, c'est important, c'est qu'il y avait de la pluie, donc on n'était pas très loin de la moyenne au niveau de certains bassins, mais il n'y avait pas d'apport. Les apports, on était de l'ordre de 5 milliards et quelques. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la pluie et pour qu'il y ait des apports, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Donc il y a une pluie. La pluie d'abord, les premières pluies, ils ont une fonction de saturer le sol. On ne peut pas avoir un écoulement s'il n'y a pas une saturation du sol. Une fois cette eau saturée, on peut avoir cet écoulement. Mais il faut qu'il y ait une intensité de la pluie. Et il faut que les périodes pluvieuses ne doivent pas être séparées par des temps importants. Sinon, le sol devient à sec, etc. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année hydrologique, l'année dernière, on n'avait pas des apports importants. On est déficitaire de l'ordre de 59%. Donc même il y avait une pluie, il y avait d'apport. Et ce qui donne ces taux de remplissage qui ne dépassent pas les 35%, on est autour de 34% contre 45% l'année dernière. Et c'est une situation qui n'est pas du tout, elle est inquiétante, donc il faut la suivre. Mais il y a un plan d'urgence pour la suivre? Bien sûr, il y a un plan d'urgence. Donc, il y a au niveau des 3 bassins, parce que là où on a le plus de difficultés, c'est au niveau des bassins de Tensif, justement, le bassin de Mlouia et le bassin d'Omarbe, notamment pour l'eau potable de la ville de Casablanca. Donc, il y a un certain nombre d'actions et de mesures. Il y a même des conventions qui ont été signées pour la mise en place d'actions urgentes pour pouvoir alléger éventuellement la sécheresse. Bon, cette sécheresse continue tout le cycle hydrologique. Mais sinon, il faut être optimiste et espérons qu'on aura de la pluie parce que la période pluvieuse, elle n'est pas encore achevée. Oui, selon le ministre, la situation pourrait se poursuivre en 2022. Alors, ça nous pousse surtout à parler de la gestion de l'eau. Quand on voit toutes ces stratégies qui ont été élaborées ces dernières années, on a l'impression qu'elles ne portent que très peu leurs fruits. Pourquoi et comment, justement, pensez-vous que peut-être on passerait outre ces stratégies où on apprendrait la leçon de ces stratégies, n'est-ce pas? Eh bien, pour une meilleure gestion de l'eau. Nous allons bien sûr venir dans les détails de cette gestion de l'eau, mais tout simplement une gestion plus optimale des ressources hydriques qui, malheureusement, à cause d'années de sécheresse, parce que il y a les changements climatiques, il y a aussi ce nouveau climat semi-aride que le royaume est en train de se diriger vers cela. Donc, comment mieux gérer ces ressources, Ali Zerouali?
il y a la gestion, c'est la gestion des ressources en eau, elle se fait au quotidien pour le cas de Marrakech, comme je vous ai dit. Il y a bien sûr, pour pouvoir gérer, il faut avoir déjà, ou il faut déjà évaluer ce qu'on a. Donc il faut dire quels sont les potentiels en eau que nous avons pour pouvoir gérer cette eau. Mm. Et les lacunes, il faut donc identifier comment on doit faire pour pouvoir optimiser cette gestion. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. Donc, les besoins en eau, par exemple, au niveau du bassin de Tensift, ils sont de l'ordre de, le potentiel en eau, le potentiel que nous avons pour une année normale, il est de l'ordre de 1 milliard et demi, mais les besoins en eau, ils dépassent ce volume. C'est pour ça qu'on importe l'eau d'autres bassins. Et la gestion, il se base, il y a plusieurs, si vous voulez, plusieurs mesures et plusieurs actions. Au niveau de l'urbain, donc ça commence par les réseaux. Donc il faut qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on a identifié des taux de rendement de réseau qui doivent être autour de 80% à l'horizon 2025. Au niveau de Marrakech, on a un taux qui n'est pas mal du tout, 79%. Et c'est des mesures qui sont importantes. Il y a aussi l'eau traitée, épurée, il faut pas la gaspiller dans les espaces verts. Pour le cas de Marrakech, nous avons 14 golfs. Les 14 golfs, il y a 8 millions de mètres cubes qui est destiné à l'irrigation de ces espaces à partir des eaux usées épurées. La ville de Rabat aussi, bon, vous voyez la ville de Rabat, tous ces espaces verts, il y a un effort important qui a été fait pour pouvoir réutiliser l'eau au niveau de stations. Il y a Inaouda, il y a Inaouda, il y a aussi Temsna. Et cette eau, on l'utilise pour l'irrigation des espaces verts et donc éviter l'utilisation des eaux du barrage au niveau de ces espaces. Il y a pas mal de mesures aussi, il y a la sensibilisation, il y a pas mal d'actions qui se font dans ce sens. Il y a l'économie de l'eau dans l'irrigation. Il y a un programme important, comme vous le savez, le Maroc vert, avec les techniques économes d'eau qui peuvent... Est-ce que l'agriculture, quand même, juste pour rappel par rapport à nos téléspectateurs, par rapport à l'utilisation de l'eau dans le royaume, combien est le pourcentage d'utilisation de l'eau pour l'agriculture? Parce que les chiffres ne sont pas arrêtés, on parle d'un taux de 80% qui va vers l'agriculture. Vous confirmez ce chiffre, Abdelaziz Al-Wali? Oui, en fait, c'est normal, au niveau de l'agriculture, on utilise, par rapport à l'eau potable, les volumes sont plus importants, mais en fait, ça dépend des bassins. Au niveau du bassin de Bourgrec Chaouia, on est pratiquement 50%, parce qu'il n'y a pas de la grande hydraulique. Mais si on va au niveau de Sousse, par exemple, ce taux, il dépasse les 80%. Oui. Donc, ça dépend s'il y a des périmètres irrigués, ou c'est une irrigation privée, ou il y a de la PMH, etc. Mais le taux, il est évident qu'il est beaucoup plus important par rapport à l'eau potable. Et là aussi, il y a des efforts qui se font donc en matière d'introduction des techniques d'économie d'eau, notamment le goutte à goutte, et qui est depuis 2009 d'ailleurs, et même avant. Et il y a aussi un effort important qui se fait dans la réhabilitation des réseaux et l'efficience des canaux. Mais je dis que aussi c'est un travail soutenu. Et parfois, il y a des contraintes. Pour le canal de Rocade, par exemple, sur 120 km, il est utilisé aussi pour l'eau potable de la ville de Marrakech. Donc, l'eau potable et l'irrigation. Et pour pouvoir réhabiliter ce canal, par exemple, pour pouvoir le réhabiliter, le vidanger, le curer, c'est une opération qui est très compliquée parce qu'il faut l'assécher. Pour l'assécher, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a l'eau potable. Donc, il faut attendre que le projet de Messira, donc l'eau potable de la ville de Marrakech à partir de Messira, soit opérationnel. De toute façon, il le sera en principe au mois d'avril, on peut faire cette opération. Mais je pense Très bien. Alors, vous avez parlé justement de l'utilisation des eaux usées pour arroser, n'est-ce pas, les espaces verts. Mais je me suis rendue personnellement dernièrement à Marrakech et j'ai remarqué que les espaces verts, notamment sur le boulevard Mohamed VI, étaient secs, voire même mourants. Très bien, très bien. Je vous explique. Bon, il y avait, c'est vrai, pour les golfs, le projet, il est opérationnel
et l'eau, il est acheminé. L'eau usée épurée, il est acheminé vers ces golfs et qui utilisent cette eau pour l'irrigation. Pour les espaces verts de la ville, on vient de démarrer. Donc, il y a un programme de l'ordre de 68 millions de dirhams qui est mis en place. Il a été, donc, c'est la RADEMA qui est chargée de ce projet et on vient de démarrer, en fait. Donc, il faut attendre une année pour qu'on puisse voir les espaces verts de la ville de Marrakech arrosés à partir des eaux usées épurées, Inch'Allah. Mais maintenant, pour le moment, ils sont irrigués à partir des eaux souterraines. Mais provisoirement, disons une année, et on va, si vous voulez, reconvertir ce mode d'irrigation des eaux souterraines vers les eaux usées épurées de la steppe de Marrakech. Alors, bon, on parle de gestion de l'eau, mais bon, donc c'est une activité qui consiste bien sûr à planifier, à distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau. Donc ce process-là, jusqu'à quel point aujourd'hui il fédère les différents départements qui sont concernés? Vous avez cité l'agriculture, mais il n'y a pas que. Il y a plusieurs, finalement, départements, outre que celui que vous représentez aujourd'hui, celui de l'eau, d'autres départements. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vision? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a des actions? Parce que bon, on en a vu des stratégies. Est-ce qu'il y a des actions transverses en ce qui concerne la gestion, une meilleure gestion de l'eau dans notre pays? Je rappelle juste que la stratégie, bien sûr, elle existe. Elle a été établie en 2009 et qui a été présentée à Sa Majesté en novembre 2009. Oui. Et donc, il y a 5 axes stratégiques pour pouvoir donc assurer l'eau potable à différents secteurs. Et cette stratégie a été aussi établie d'une manière participative. Donc, il y a tous les établissements concernés. Et je dis aussi qu'il y a les plans directeurs. Les plans directeurs, ces plans, ils sont établis par les agences, par les ABH au niveau régional. Et je peux vous dire que c'est un parcours de combattants parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, comme vous avez dit, il y a le tourisme, l'industrie, et il y a des réunions, vraiment des réunions marathoniennes qu'on fait avec ces secteurs, bon, tous les secteurs qui consomment l'eau, pour identifier leurs besoins en eau, leurs demandes en eau, et pour pouvoir planifier qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir assurer... Est-ce qu'il y a un alignement des stratégies? Voilà, je reformule peut-être ma question. Est-ce qu'il y a un alignement des stratégies de ces départements concernant l'eau? Ça va de soi, puisqu'on va... Nous, on intègre au niveau de la planification de l'eau, on intègre tous les besoins en eau des autres secteurs. Ça veut dire qu'on tient compte de leur plan, de leur stratégie, de leur plan de développement. Oui. Donc, ça va de soi. Donc, au niveau du plan directeur, je vous dis, aujourd'hui, nous avons justement une réunion et on est en train de débattre un petit peu sur la demande en eau potable de la ville de Marrakech pour pouvoir affiner les chiffres. Donc, c'est 157 millions à l'horizon 2050. Et quand on va intégrer le secteur touristique, à lui seul, c'est 64 millions de mètres cubes. Pardon. Donc, ce qui fait, on intègre tous les plans sectoriels pour pouvoir définir les mesures et les actions qu'il faut mettre en place pour que l'eau, de toute façon, la règle d'or, c'est ça. Il ne faut pas, et nous, on travaille jour et nuit pour que l'eau ne soit pas un frein de développement de notre cher pays. Alors justement, le nouveau modèle de développement place l'eau parmi les principales priorités. Selon votre perspective, comment l'eau peut-elle contribuer à atteindre les objectifs de développement? S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement. Hein. Et tous les justement, il y a de moins en moins d'eau, César Ouali. Oui, mais c'est pour ça qu'on a fait recours au dessalement. Vous avez parlé de la ville d'Agadir. La ville d'Agadir n'a pas de problème cette année. C'est pas comme l'année dernière parce que l'usine de dessalement, elle est déjà opérationnelle. Et la ville d'Agadir, elle va être satisfaite à partir, l'eau potable, il sera satisfait à partir de l'usine de dessalement. Et le coût? Le coût, il faut le supporter parce que ce n'est pas uniquement le Maroc qui est épargné de cette question d'eau. Je vous dis que les exemples, ils sont nombreux, même dans les pays les plus développés comme les États-Unis, la Californie, elle a vu des sécheresses aiguës et il faut mettre les moyens qu'il faut. Et il faut saluer. Non, mais les moyens, quand vous dites les moyens, quand je parle de coût, est-ce qu'il sera supporté par l'agriculteur, l'industriel et le consommateur lambda?
ou il sera aussi, parce qu'on connaît bien sûr le coût de dessalement, il coûte beaucoup plus que les eaux de surface. Est-ce que cela fait partie aussi de la stratégie du département en ce qui concerne cette question centrale de coût? Pour cette question, en fait, je ne pense pas parce que si je prends le cas de Casablanca, le mètre cube, il sera autour entre 8 à 10 dirhams et je ne pense pas que le consommateur va supporter ce coût. C'est pour ça qu'il faut l'intervention de l'État. Eh ben, Et justement, parmi les mesures d'ailleurs de l'agence de bassin de Bourg-Chioya, elle a dit que l'entrée à ce projet est de stabiliser le prix actuel. C'est-à-dire que, surtout pour les couches sociales, donc ceux qui consomment les 6 mètres cubes, il ne faut pas qu'il y ait ils ne doivent pas sentir de différence. Donc il y aura une différence de l'origine de l'eau qui sera une eau dessalée, mais le coût il sera le même. Pour les grands consommateurs, il faut les scénarios, en fait, les scénarios ne sont pas encore définis, mais certainement, il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre le prix parce que le prix d'exploitation, il sera plus important. Mais au niveau des couches sociales, ils ne seront pas touchés, ça c'est sûr. Alors, outre le dessalement de l'eau de mer, il y a ce projet qui tarde à voir le jour, de transfert de l'eau du nord vers le sud. Donc, oui. L'interconnexion des systèmes hydrauliques entre les bassins, justement. Un coût de 36 milliards de dirhams. Comment financer cela? Est-ce que ce projet est toujours dans le pipe? 36 milliards, je ne sais pas comment vous avez eu ça fait partie de la déclaration. Initial, oui. Le prix initial, effectivement, au niveau de la stratégie, je pense qu'il était autour de 36 ou 40 milliards de dirhams. Exactement. Et maintenant les prix, le coût a été diminué et la conception du projet, elle a été diminuée. Et d'ailleurs, au niveau du programme, le programme 2020-27, on a intégré la première tranche. Donc la première tranche qui concerne la connexion entre le bassin de Sbou et le bassin de Bourg-Grec. Donc au niveau du barrage de SMBA pour un coût de 3 milliards de dirhams. D'accord. Donc ces coûts ils doivent être supportés par l'État. Hein. Oui, certainement. Et peut-être des partenariats publics-privés. Bon, et toujours pour parler. Il y a des réflexions dans ce sens-là. Mais ça va être un peu, c'est compliqué, mais il y a des pistes de réflexion au niveau des 3P. Pour le dessalement, ça c'est sûr, celui de Casablanca, celui d'Agadir, c'est déjà le cas. Pour le transfert, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Au moins la première tranche, elle doit être, je pense les prévisions disent que la première tranche elle doit être opérationnelle avant 2026-27. Et il faut donc mettre en place la deuxième tranche. Et est-ce que c'est un investissement 100% de l'État ou là c'est un investissement en BOT ou en 3P? Ça, je ne peux pas vous dire au stade actuel, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas des projets aussi rentables que celui du dessalement. Très bien. Surtout cette eau, elle va à l'agriculture parce que la tarification au niveau de l'agriculture, bon, elle est ce qu'elle est et l'agriculteur, il peut pas, bon, les prix ne sont pas aussi importants. Donc, je ne pense pas qu'un agriculteur, il peut supporter le coût du transfert. Ça doit être un projet de l'État. Très bien. Je voudrais vous parler à présent du Conseil supérieur de l'eau et du climat. Quel est son rôle aujourd'hui? C'est au niveau de la loi sur l'eau, c'est vrai, il y a le Conseil de l'eau et du climat. Donc, en fait, il faut d'abord, il faut qu'on achève les PDR, les plans directeurs, le PNE, le plan national de l'eau, et on va présenter le PNE, enfin les résultats du PNE au Conseil supérieur de l'eau et du climat pour pouvoir éventuellement, s'il y a des partages, Mais généralement, c'est beaucoup plus un rôle, il a un rôle, si vous voulez, de donner un avis, donc un rôle beaucoup plus consultatif, parce que
au niveau du conseil, toutes les réunions, toutes les difficultés, toutes les questions, et les questions, ils sont très, très difficiles, notamment les questions concernant le partage Mhm. entre l'eau, entre le tourisme, entre l'agriculture. Absolument. Tout ça, c'est aplani par les réunions marathoniennes dont je vous ai parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Et pratiquement, les consensus sont trouvés. Parfait. Parlons barrages à présent. Une quinzaine de barrages qui sont en construction aujourd'hui au Maroc. Euh, Comment cela se profile-t-il en termes de résultats? Et surtout si, dans l'avenir, à cause des changements climatiques, on risque aussi de connaître des années de sécheresse, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, Allah yahfad. Mais par rapport à la construction de ces barrages et les résultats escomptés. Ben, maintenant, l'orientation, en fait, depuis qu'on tient compte de ce phénomène d'impact de changement climatique, je vous dis, pour le cas de Marrakech, si nous avions un barrage important de l'ordre avec une retenue de 300-400 millions de mètres cubes, il va résoudre beaucoup de problèmes parce qu'on peut avoir une année sur quatre, une bonne année, une année sur quatre, où ce barrage peut déverser. Et ce volume-là, il me permet d'assurer ou de procéder à une gestion interannuelle, c'est-à-dire le stock, je peux l'utiliser pendant 3 ans, 4 ans sans problème. Et cette politique de barrage, bien sûr, il faut la continuer, mais avec des réservoirs plus importants, donc c'est normal, plus coûteux, et ils auront un rôle important à jouer pour sécuriser l'eau potable avec les autres composantes, notamment le dessalement, notamment la reuse, notamment la recharge artificielle. Donc, il y a pas mal d'actions d'accompagnement, mais les grands barrages, il faut les réaliser parce qu'ils ont montré leur importance, alhamdoulilah, depuis l'apparition de cette sécheresse depuis les années 80 du siècle dernier. On n'a pas eu des problèmes vraiment importants comme c'était le cas pour d'autres pays. Nous avions donc quelques cas qui sont disparates et qu'on arrive donc à régler par la suite grâce éventuellement à ces barrages. Et enfin, comment valoriser les ressources en eau non conventionnelles, justement? Les ressources quand on parle de ressources non conventionnelles, donc c'est déjà le cas, c'est déjà le cas pour le cas de Marrakech. Je vous dis, donc nous avons pratiquement un potentiel de l'ordre de 35-40 millions de mètres cubes. Donc il y a 14 millions qui est traité, donc jusqu'au stade de réutilisation au niveau d'irrigation. Et donc ces 14 millions, ils sont valorisés parce qu'ils remplacent les eaux souterraines. Donc c'est une valorisation. Il y a aussi la collecte des eaux, le dessalement aussi. Donc ça fait partie des eaux non conventionnelles. Le dessalement, il y a la ville de Hoceima, il y a bientôt la ville de Casa, il y a Esfi, il y a Jeboujdor, il y a l'Ayoun, etc. C'est des ressources qui sont valorisées en fait parce qu'ils sont exploités et qui jouent donc un rôle dans la satisfaction des besoins des différentes zones. Bon, pour celui d'Agadir, c'est une opération unique parce qu'il va assurer l'eau potable mais aussi l'irrigation. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on va peut-être terminer par le gaspillage, n'est-ce pas, et la mauvaise utilisation de l'eau. Et cette police de l'eau est-elle active? La police de l'eau, elle est active. Donc, en moyenne, au niveau de chaque bassin, on enregistre une centaine d'infractions. Ben, ça, c'est sûr. Au niveau de toutes les agences de bassin, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de moyens, notamment les moyens humains, pour pouvoir assurer la couverture de bassins importants comme celui de Tensif de 26 000 km² ou celui de Bourgrec, par exemple 20 000 km², c'est pratiquement impossible. Et donc, il faut des moyens plus importants pour pouvoir assurer cette police de l'eau. Mais elle fait son travail et elle est là. Donc, quand il y a on travaille, par exemple, maintenant au niveau de Chichawa, donc on fait au niveau de Chichawa, c'est dans la région de Tensif, on est en train de faire un travail magnifique, bien sûr avec les autorités locales. Malheureusement, il y a une grosse source, c'est la source Abeinou qui a pratiquement tari.
Et donc, qui donnait des débits importants de l'ordre de 500-600 litres seconde. Et maintenant, on est en train de voir donc tous les agriculteurs qui sont situés à l'amont, on est en train de les inventorier. Ceux qui ne sont pas autorisés, donc ils sont, si vous voulez, verbalisés. Et il va y avoir donc sorte de, si vous voulez, d'un contrat. Donc l'objectif, c'est mettre en place un contrat de nappe au niveau de cette zone-là pour pouvoir réduire les besoins au maximum et éventuellement travailler pour faire revivre la source qui est située à l'aval, qui est Merci. utilisée d'ailleurs par d'autres agriculteurs dans la petite et moyenne hydraulique. Et comme c'était le cas au niveau de Barachid aussi, Barachid, la fameuse histoire des carottes, ça aussi, donc c'est un travail de fourmi parce qu'il nous a fallu pratiquement 8 ans de travail avec les associations pour pouvoir mettre en place des contrats, enfin des contrats de concession, des contrats de nappe qui réduisent les quantités d'eau qui sont utilisées par les agriculteurs, notamment pour l'usage des carottes. Et le rôle de la police de l'eau, il est indéniable parce qu'il y a un contrôle continu et il y a une efficacité importante aussi à travers les autorités locales et la gendarmerie royale. Merci beaucoup, Abdelaziz Zarouali. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence du bassin hydraulique du TNSIFT. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous en prie. Au revoir. Restez avec nous tout de suite à la seconde partie de Questions d'actu. À peine commençait-il à entrevoir le bout du tunnel que les voici face à une situation cauchemardesque depuis le 28 décembre, date de l'annonce de fermeture des frontières que, rappelons-le, jusqu'à l'heure où nous tournons cette émission, donc le jeudi matin, sont toujours fermées. Aucune date précise de réouverture n'a pour le moment été annoncée. Mais cela dit, le ministère du Tourisme a annoncé un plan d'urgence doté d'une enveloppe quand même conséquente, 2 milliards de dirhams. Sauf que parmi les composantes de ce secteur, à savoir les agences de voyage, c'est notre sujet de cette deuxième partie, ne sont pas concernées par ces mesures de soutien de la tutelle. Nous parlons donc de la situation alarmante des agences de voyage en compagnie d'un des membres de l'Association nationale des agences de voyage. Bonsoir Mohamed Benkiran, merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir apporter quelques éclaircissements par rapport à cette situation. Alors justement, parlons de la situation. Comment la décririez-vous? Quel est l'état des lieux aujourd'hui des agences de voyage? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Je rappelle que votre association compte quelques 200 adhérents, 200 agences de voyage. Aujourd'hui, certainement, la situation est délicate, mais est-ce que vous avez quelques chiffres déjà peut-être annonciateurs, pas des chiffres arrêtés, sur l'état des lieux des agences de voyage? Écoutez, madame, par quoi je vais commencer? En fait, la situation, nous sommes devant une situation de crise sans précédent où tous les intervenants du secteur du tourisme sont concernés, sans écarter aucun. Nous sommes dans une situation qui n'est pas très enviable. La crise se propage à une vitesse exponentielle. En fait, les agences de voyage sont à l'arrêt depuis le début de la crise. Aujourd'hui, le chiffre à annoncer, c'est qu'on est pratiquement à plus de 60% des agences de voyage qui sont en train d'agoniser. 60% des agences de voyage, ça représente quand même un chiffre assez alarmant. Nous avons 20% des emplois qui sont en risque de déperdition et c'est des chiffres qui traduisent malheureusement une sombre réalité. Est-ce que vous pensez que la tutelle est consciente de la gravité de la situation? Comment avez-vous accueilli l'annonce du plan de soutien du secteur de 2 milliards de dirhams? Je crois que ça va être bête de ne pas dire qu'ils sont conscients de ça. C'est vrai que le ministère du tutelle est conscient de la crise que vit maintenant tout le secteur. Mais en parlant du secteur des agences de voyage, je crois que nous avons quand même ce sentiment d'incompréhension. Nous sommes dans le désarroi, le sentiment un petit peu de trahison ressenti dans le secteur quant à la mise à l'écart du secteur des agences de voyage du plan de relance. On n'arrive pas à comprendre, on a des interrogations, des questions qui se posent. Pourquoi les agences de voyage? Est-ce que c'est un secteur qui pose problème au ministère du tutelle?
plusieurs interrogations et malheureusement jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de réponse concrète. Alors, pas de réponse concrète. Est-ce que les questions ont été posées? Est-ce qu'il y a un dialogue qui a été établi avec la tutelle? Est-ce que vous avez rencontré la ministre du Tourisme? Est-ce que vous faites partie de la Confédération nationale du tourisme? Donc, toutes ces questions-là, est-ce qu'elles ont été adressées à qui de droit? Exactement, madame. Toutes les questions, toutes les interrogations, toutes les attentes ont été adressées au ministère de tutelle, à madame la ministre, que je salue. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune réponse concrète, valable de la part du ministère. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un premier sitting le 4 janvier, un deuxième qui a été tenu hier, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de feedback. On attend toujours, on ne sait pas pourquoi. On est vraiment dans le désarroi. C'est pour ça que je vous ai dit que le sentiment, on a un sentiment d'incompréhension totale. On ne sait pas pourquoi, avec toutes les revendications. Quelles sont ces revendications justement? Est-ce que vous avez fait partie, vos revendications ont fait partie du contrat programme qui a été signé en 2020, ou 2020? Quelles sont les nouvelles revendications depuis la fermeture des frontières? Toutes les revendications, c'était déjà permettre aux agences de bénéficier d'une amnistie fiscale pour les années où on a été au chômage pratiquement à l'arrêt total, mais l'arrêt carrément total. On est à zéro dirham de rentrée depuis l'année 2020. Les cotisations au niveau de la CNSS, on n'arrive pas à comprendre comment on va nous obliger à payer alors que vraiment on est à l'arrêt. Notre personnel, il est en train de suffoquer. Les gens, ils sont dans l'incompréhension totale. 2000 dirhams, comment vous croyez qu'une aide de 2000 dirhams peut subvenir à prendre en charge, subvenir aux besoins d'une famille marocaine? C'est juste aberrant. Mmh. Alors justement, est-ce que vous pensez que si les frontières ouvrent ou rouvrent dans quelques jours, on le souhaite, est-ce que vous pensez que la situation elle est sauvable pour 2022? Je crois que déjà on ne peut pas parler de relance, ni de récupérer quoi que ce soit si les frontières restent fermées. La première demande, la première revendication, c'est que les frontières s'ouvrent, mais sans délai. Parce que là, on arrive, tous nos partenaires étrangers perdent leur confiance et optent pour des destinations aujourd'hui comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Turquie. Maintenant, on est en train de perdre en termes de crédibilité. Le pays il est en train de perdre en termes de crédibilité par rapport à tous ces tours opérateurs. Et vous le sentez, vous, par rapport à la saison estivale? Vous pensez qu'elle est très menacée aujourd'hui parce qu'il y a une perte de confiance des tours opérateurs envers la destination Maroc? Écoute, il n'y a aucune prévision à faire. De toute façon, si les frontières restent fermées, je ne vois pas comment on va pouvoir sortir de cette crise. Mais si elles rouvrent dans l'immédiat, dans les jours qui viennent, est-ce que vous pensez que la saison estivale peut être sauvée pour vous? Écoutez, madame, nous sommes un pays à fort potentiel. Nous avons toujours su sortir des crises les plus dramatiques et je crois qu'on va pouvoir quand même remonter la pente si on nous donne, si on est bien accompagné par notre ministère, par tous les intervenants, que ça soit public ou privé. Nous sommes prêts et tout le monde est prêt pour relever le défi. Est-ce que vous avez des... je vais parler peut-être... vous allez peut-être partager votre expérience avec nous. Est-ce que votre carnet de commandes est aujourd'hui vide? Oui, effectivement, madame, le carnet de commandes est pratiquement vide. On n'a plus tous nos partenaires, comme je vous ai dit, ils sont vraiment dans l'incompréhension eux aussi par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe dans le pays.
Ils nous posent toujours la question pourquoi vous êtes fermés. Donc cette crise, vous pensez qu'elle aurait peut-être aussi des impacts, parce que la confiance, il faut du temps pour la regagner. Est-ce que vous pensez que les autorités ont mis en place la bonne stratégie pour regagner la confiance des tour opérateurs, sans oublier qu'il y a eu certaines rumeurs, démenties plus tard par la ministre du Tourisme, mais aussi par le ministre du Transport, des rumeurs selon lesquelles quelques compagnies aériennes se retireraient définitivement du Maroc et notamment des compagnies low cost. Est-ce que ces impacts-là pourraient être à moyen et à long terme? Et la réponse surtout des autorités, est-ce qu'elle est suffisante? Alors, si on reste sur cette persistance de la fermeture des frontières, c'est vrai que les compagnies aériennes low cost ils doivent avoir des prévisions par rapport à la programmation des vols vers le Maroc. Donc, ça va être compliqué pour eux de faire des prévisions pour pouvoir programmer des vols pour le Maroc. Donc, il faut que le pays soit prêt à donner des réponses concrètes, valables, pour que ces gens-là puissent programmer la destination au Maroc sur de bonnes bases. Très bien. On va peut-être terminer par les propositions et les recommandations que vous souhaiteriez afin de tout simplement sauver ce qui peut encore être sauvé dans le secteur et parmi les agences de voyage aujourd'hui qui sont toujours en activité au Maroc. Alors, on demande à l'État de nous accompagner dans cette crise, de nous permettre un petit peu de voir le bout du tunnel en mettant en place un fonds de garantie pour faire bénéficier nos entreprises des crédits à taux zéro. Envisager de mettre en place une amnistie fiscale pour les années 2020, 2021 et 2022, l'annulation des poursuites à l'encontre des agences de voyage. Ils sont en redressement en ce moment. Exactement. Et ça fait un peu partie des mesures. Ouais, ça fait partie des mesures qui ont été proposées pour les autres acteurs du secteur. Donc, ce que vous proposez clairement, c'est de vous inclure en tant que composante de ce secteur touristique et de bénéficier aussi des mesures de soutien. Exactement. Et nous demandons au ministère du tutelle d'apporter les réponses concrètes et sans langue de bois aux attentes des revendications des agences de voyage. Ça a le mérite d'être clair et honnête et sans langue de bois. Merci beaucoup, Mohamed Benkiran. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.